En manchette, aujourd'hui, projet de centre communautaire, retour sur la séance d'information tenue à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 24 janvier, On débute par cet important projet à Saint-Ignace de Loyola, dimanche après-midi. Le 23 janvier, donc, à 14 h, les élus de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola ont tenu une séance d'information sur Zoom en lien avec le projet de construction d'un centre communautaire. Une séance que les citoyens pourront regarder sur les ondes de CTRB dans les prochaines heures, on parle de demain, ou encore sur le site web de la municipalité sous peu. L'entièreté de ce tournage, de cette rencontre d'information sera donc disponible pour les citoyens qui voudront en savoir davantage. On y va présentement, cependant, d'un petit résumé de cette rencontre fort importante. Il a été question lors de cette séance des plans préliminaires qui avaient déjà été faits, du dévoilement des nouveaux plans de la firme d'architectes DG3A, l'échéancier qui est déjà réalisé, on est rendu où? Il y a aussi, et c'est le point important, je crois, information financière et budget, c'est ce qui a été présenté lors de la rencontre. Il y a aussi été question de subventions possibles et des démarches à venir. Dans un premier temps, on écoute un extrait du représentant de la firme d'architectes DG3A, M. Fortier, qui nous parle évidemment du pourquoi, de comment ils ont conçu le concept en question du centre communautaire à Saint-Ignace de Loyola, le projet qui est sur les rails. On l'écoute et on regarde des images. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, super. Je me présente, Steve Fortier, architecte chez DG3A. On a eu le plaisir de travailler avec la municipalité justement pour élaborer des plans pour une base de programme qui était déjà définie par nos architectes. On a retravaillé le concept extérieur majoritairement en fonction des commentaires que la municipalité nous a donnés.
place publique, qui fait vraiment le lien avec l'intérieur du bâtiment et toute sa population. Donc, ça crée vraiment une belle visibilité là, malgré ce recul de la nuit. Au niveau de la matérialité, ils sont couverts. Les volumes sont très clairs. Ils sont revêtus de tôle, comme un toit de tôle qui tire vraiment là, c'est de la typologie locale. Et les murs de chaque côté viennent reprendre cette tôle aussi pour vraiment former une coquille. Donc, pour récapituler, l'hôtel de ville, c'est ce qui peut savoir, le centre, beaucoup plus les centres communautaires, avec la grande salle vitrée d'un par l'autre, et du côté gauche, mais un côté plus fonctionnel. Merci. On parle donc d'un édifice là, qui regrouperait deux salles, une salle pouvant accueillir 250 personnes, une autre 150, donc 400 personnes au total. Il y aurait une partie de l'édifice qui serait administratif pour la municipalité avec salle de conférence, bureau du maire, bureau de la directrice générale, bureau de son adjointe, la réception pour accueillir les gens à l'accueil, un petit bureau pour les loisirs, une voûte pour les archives de la municipalité et évidemment des salles de rangement et salles pour traiteurs, deux salles pour une par salle de réception. Donc, c'est un important projet. Il y a bien sûr été question des coûts reliés à ce projet-là parce que ça a fluctué quand même beaucoup. On parle au mois de septembre 2020, c'était un projet d'environ 3 millions. Évidemment, il y a la COVID qui est entrée en ligne de compte, la hausse des coûts de matériaux de construction, etc. Donc, en date du 21 décembre dernier, l'estimé était de 6 millions de dollars si on tient compte là, des frais, des imprévus, tout ça à 17,5 %. On a fait aussi un autre estimé, ces imprévus-là seraient de 25 %. On parle de 6,4 millions de dollars. On écoute la directrice générale Mélanie Messier nous parler justement des coûts du projet, des coûts de l'emprunt, etc. On écoute Mme Mercier. Au mois d'octobre, lors des dépôts des plans à 50 % le montant était rendu à 5 523. Évidemment, vous voyez l'évolution des coûts, mais ça va aussi avec l'évolution du projet où est-ce qu'on définit davantage nos besoins et les prix sont plus à jour et plus équilibrés par rapport au marché. Évidemment, oui, on vit avec la COVID, avec la hausse des matériaux, on en subit les conséquences. On a eu tout dernièrement un autre dépôt de plans à 90 % des plans et des coûts estimés le 21 décembre. J'ai fait deux hypothèses. Une hypothèse toujours avec mon 17 % et la deuxième hypothèse à 25 %. L'architecte et les ingénieurs, eux, y mettent 25 %. Donc, c'est le 10 % d'administration, comme je vous ai parlé, sauf qu'au lieu de mettre 7 % eux d'imprévus, ils en mettent 15 %. Généralement, à ce temps-ci de l'année, puisqu'on est prêt de déposer d'aller en appel d'offres, les prix, généralement, sont équilibrés puis on diminue la contingente. Mais avec le marché qui est toujours incertain, il était comme plus de maintenir le 25 % pour avoir plus une idée par rapport au marché et qu'on se rapproche plus des prix réels quand on va ouvrir l'enveloppe les prix au mois de mars. Donc, on varie, dans le fond, vous allez voir que les projections sont faites en fonction soit du 6 millions ou du 6 418 000. La municipalité mentionne, le maire Barthes, que c'est faisable d'y aller avec ce projet-là, mais sans vraiment de hausse de taxes. Donc, c'est à vérifier. Tout va reposer, évidemment, sur les soumissions, lorsque ces soumissions-là seront ouvertes. Justement, les démarches à venir, on parle d'appel d'offres en janvier, donc sous peu. Ça, par après, on parle d'approbation de projet de règlement d'emprunt en mars, d'approbation par le ministère, d'adoption d'un règlement d'emprunt. C'est là que les citoyens pourront interagir et donner leur opinion.
On parle par la suite, évidemment, démolition de l'église en juillet prochain, l'octroi du contrat pour la construction et le démarrage en mai, donc en juin, démolition de l'église, pour un projet qui serait livré à Saint-Ignace de Loyola en mars 2023. Donc, un dossier à suivre. Dans un autre ordre d'idées, nous vous rappelons que le budget pour l'année 2022 de la municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas sera présenté ce soir à 19h30. Pour accéder à ce budget via Zoom, vous devez aller sur le Facebook de la municipalité. Faites attention, c'est à Municipalité de l'Île-du-Pas. Donc, pour avoir accès au lien. Sur ce, allons à la pause. On y va pour ce 24 janvier, un anniversaire à souligner. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marc Pilon. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. CTRB a rencontré, évidemment par Zoom, aujourd'hui, le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. On l'écoute, il a été question d'emploi, de développement de main-d'œuvre, inclusion de personnes. On écoute le député donner une entrevue à CTRB. Bonjour, M. Perron. Aujourd'hui, on va parler d'assurance-emploi, d'assurance chômage, comme on est habitué d'en entendre parler un petit peu. On sait que, justement, les travailleurs qui ont été affectés par, justement, les grosses fermetures qu'il y a eu au mois de décembre ici au Québec ont en majorité fait des demandes d'assurance-emploi. Et là où le bas blesse, c'est la détermination de l'éligibilité à l'assurance-emploi. C'est ça que je comprends dans le communiqué que vous nous avez envoyé. Et vu que les sites ont été un peu, on pourrait dire le mot hackés dernièrement, Emploi Canada, je pense qu'ils font preuve de zèle. Hein, on pourrait dire ça, là, d'un petit peu trop de zèle. En fait, ils font, oui, puis ils ne travaillent pas vite. Le gros enjeu, là, c'est que ça ne travaille pas vite, puis je pense qu'il manque de ressources. Puis là, nous, c'est un signal d'alarme, dans le fond, qu'on a lancé. On a rencontré les gens d'Action Chômage de Trois-Rivières, d'ailleurs, la semaine dernière, à ce sujet-là. Et on a fait des sorties là, dans nos deux secteurs parce que c'est inadmissible. Là, on a des gens qui perdent leur emploi, qui font une demande d'assurance-emploi, puis c'est pas traité. On parle de délai, là, Mme Yvon, jusqu'à 12 semaines. Quand tu viens de perdre ton emploi, déjà que tu as droit juste à 55 de ton salaire, c'est correct, là, mais c'est un régime d'assurance que les personnes payent depuis de nombreuses années. C'est pas un privilège, c'est un droit. Tu as acheté une assurance. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'on se choque de même sur l'assurance-emploi. C'est pas un cadeau du gouvernement, cette affaire-là. Là. On l'a payé. Puis là, ça prend 12 semaines. Hey, 12 semaines, là, c'est long. Là. Quand tu as un loyer à payer, tu viens de perdre ta job, tu n'as peut-être pas d'économie. Et là, les gens s'endettent sur des cartes de crédit. C'est complètement ça. Ça n'a pas de bon sens. Puis les seuls cas qu'on réussit à régler, c'est des fois où on peut certifier que c'est un cas. On nous pose la question quand on appelle les préposés, là, est-ce que c'est un cas humanitaire? Bien, c'est tous des cas humanitaires, tous des humains. Et un cas humanitaire, pour eux autres, c'est une personne qui n'est plus capable de faire l'épicerie. Là, là on réussit à le faire régler si ça prend 2-3 semaines. Sinon, là, si la personne a des économies qui n'est pas sur le bord de mourir de faim, bien là, il va attendre 12 semaines. Ça n'a pas de bon sens. Et la plupart de ces délais-là sont provoqués parce qu'il y a eu beaucoup de cas de fraude. On se souviendra, là, les fuites de données, entre autres chez Desjardins, des trucs comme ça, ça a donné lieu à il y a eu des fraudes. Et plutôt que de présumer que les gens sont honnêtes et puis de traiter les demandes d'honnêtes citoyens, qui sont des travailleurs, qui se lèvent le matin, qui font rouler l'économie du Québec, je m'excuse, j'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça, mais c'est révoltant, là. Ben, on présume qu'ils sont des fraudeurs. Puis là, on met des enquêteurs pour être sûr que c'est les bonnes personnes. C'est ça qui allonge les délais. Alors, le message que moi, je lance au gouvernement, là, c'est leur argent, là, puis c'est un régime d'assurance. Payez donc le monde quand ils en ont besoin, là, puis vous ferez vos enquêtes dans le temps que ça vous prendra parce que ça ne travaille pas vite. Là. Puis si jamais vous avez des sommes à récupérer, vous viendrez les récupérer. C'est pas comme si l'État n'avait pas les moyens non plus de récupérer ces sommes, ne serait-ce que sur les rapports d'impôts ou quoi que ce soit. C'est ça. Les gens ils ont besoin, tu viens de perdre ta job. Le principe d'assurance-emploi, tu as perdu ton travail,
n'as plus de revenus. Ouf, une chance, j'ai ça, j'ai un petit 55% qui va me permettre de me retourner de bord, de me placer ailleurs, d'avoir un emploi qui correspond à mes compétences. Tout le principe de l'assurance-emploi, c'est ça, là. Je me suis emporté un peu, là, mais c'est pas mal correct, ça. C'est bien. Parce que quand tu me parles de 12 semaines, donc tu enveloppes beaucoup les travailleurs saisonniers, là, qu'il y a eu la fin de saison, septembre-octobre, si on inclut ça, il y a des travailleurs saisonniers aussi qui sont, je ne te dirais pas des réclamations récurrentes, mais il y a des travailleurs saisonniers qu'on sait que rendu à l'automne, rendu au mois d'octobre, novembre, bien, ce genre de commerce-là, qu'on parle de, je vais donner un exemple des fruiteries, peut-être les agriculteurs, des choses comme ça, eux autres, c'est comme dans leur budget aussi d'être rémunérés par l'assurance chômage parce qu'ils ont, c'est la réalité, là. Le tourisme termine. Ça fait partie, oui, de la réalité régionale de plusieurs régions du Québec, mais au-delà de ça, le fait que vous me parliez des travailleurs saisonniers, ça me ramène aussi à notre demande fondamentale qu'on porte depuis plusieurs années de réforme en profondeur de l'assurance-emploi pour combler, entre autres, les fameux trous noirs, là, ces travailleurs saisonniers-là, là, qui sont à chaque année, puis qui se retrouvent avec une période que là, le chômage est fini, le travail n'est pas commencé, ils se retrouvent sans revenus. Ça, c'est un autre truc. Les femmes, vous avez vu récemment, il y a une décision de tribunal là, qui a été favorable aux femmes qui perdent leur emploi après un congé maternité, puis là, ils n'ont pas assez de semaines. Mais ça a été jugé discriminatoire. Donc, ça, c'est un autre changement à apporter. Je pourrais vous parler des gens qui sont en assurance maladie. Hein? Quelqu'un, là, ça fait 25 ans qu'il travaille à la même place, qui a toujours payé de l'assurance-emploi, pogne un cancer. Il n'a pas choisi de pogner le cancer, la personne. Là, il fait de la chimiothérapie. Là. La chimiothérapie, pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, ça veut dire avoir à peine la force de sortir de ton lit, perdre tes cheveux, perdre du poids à vue d'œil, puis toujours pas avoir le goût de vomir quand tu te lèves le matin. C'est ça de la chimiothérapie. Bien, on dit à ces gens-là, qui ont payé pendant 25-30 ans de chômage, ben, tu as droit à 15 semaines. Arrange-toi pour être guéri après 15 semaines. Ça ne fonctionne pas comme ça, le cancer. Et le projet de loi Émilie sans façon, c'est dans cette optique-là. On va le reproposer. On trouve que ces gens-là devraient avoir 50 semaines, comme tout le monde. Il a perdu son emploi contre son gré. C'est un régime. Ça s'appelle assurance-emploi. C'est ça. C'est ça le but. Fait que, on va travailler, on va continuer à pousser fort là-dessus. C'est ça. Puis parallèlement, bien, on se rappelle qu'en novembre, décembre, encore là, les agents d'assurance-emploi du Canada ont commencé à traquer les faux PCU ou les faux montants reçus en trop. Ils exigeaient des paiements aussi en date de décembre. Là, si je me souviens bien, là, il y a eu cette chose-là aussi, on peut parler vraiment d'une insensibilité au niveau d'Emploi Canada, que du jour au lendemain, il s'est réveillé puis dit là, il faut faire des contrôles, il faut faire attention, on se fait critiquer. Mais c'est parce que la procédure n'est pas, moi je me devrais dire, n'est pas legit. Là. Comment je pourrais dire ça? Du jour au lendemain, on est parti avec beaucoup moi je pense, de donner de l'argent. Puis là, aujourd'hui, il faut essayer de couper comme il y avait dans le temps, là, qu'on a déjà vécu, là, que ça prenait des périodes très longues avant d'avoir son premier chèque d'assurance-emploi. Absolument, absolument. Puis quand vous parlez des coupures pour la PCU, entre autres au niveau du supplément de revenu garanti, vous savez qu'on a mené la lutte depuis longtemps. Puis avant la campagne électorale, on avait sonné l'alarme. Pendant la campagne électorale, on a sonné l'alarme. Pendant la campagne électorale, on se faisait répondre par les bureaux de ministres qu'on était en période de transition. On verra ça après la campagne, alors que les gens ne peuvent pas faire leur épicerie. C'est capoté, là. Puis c'est des gens, là, j'ai sûrement déjà donné l'exemple. Par exemple, quelqu'un qui a une pension de vieillesse, c'est pas assez pour vivre décemment. C'est pas pour rien qu'on veut l'augmenter. C'est une autre de nos demandes. Mais là, cette personne-là, il y a le supplément de revenu garanti, puis il pompisse 2 jours par semaine dans une station d'essence. Là, il perd son travail à cause de la COVID. Il a le droit d'avoir le PCU. Il est content, il prend la PCU, mais c'est plus d'argent que ce qu'il fait d'habitude. Mais là, c'est pas de sa faute à lui. Là. C'est le montant d'argent qui a été fixé par Ottawa. Là, cette année, cette personne-là se fait dire tu n'as pas le droit d'avoir le supplément de revenu garanti parce que l'année passée, tu as fait trop d'argent. Là, il y a une façon, il y a un formulaire à remplir pour dire on ne prend pas le revenu de l'année passée, mais on prend mon revenu, mes prévisions de revenus de cette année pour que j'ai droit au soutien. Mais là, ça dépendait. Si c'était Service Canada qui t'avait donné ta PCU, tu avais le droit au formulaire. Mais si ça venait de Revenu Canada, qui est le même chèque de PCU, là, tu n'avais pas le droit au formulaire. Tu sais, les 12 travaux d'Astérix. Oui, c'est ça. Et c'est constant, là, c'est constant, ça. Puis comment est-ce qu'on peut concevoir qu'on coupe quelqu'un qui reçoit 900$ par mois, là, on le coupe à 600$ par mois?
alors qu'on a prétendument aidé tout le monde de façon extrêmement généreuse dans la période de la COVID et que le bon gouvernement fédéral a dépensé 8 $ sur 10 pendant la COVID et que c'est le meilleur gouvernement. Voulez-vous que je vous le dise, Mme Hibon, pourquoi le fédéral a dépensé 8 $ sur 10 dans l'aide? C'est parce que c'est lui qui a de la marge budgétaire. Parce que ça fait des années, des dizaines d'années qu'on est en déficit au niveau, on parle du déficit, de déséquilibre fiscal. Ottawa prend la moitié de nos impôts, puis ils n'ont pas besoin de la moitié de l'argent parce qu'ils n'ont pas la moitié des responsabilités. 80% et plus des responsabilités, c'est à Québec. La santé, l'éducation, c'est ça les grosses dépenses. Fait que les gouvernements des provinces, puis du Québec, puis des territoires, sont tout le temps la ceinture serrée, puis le bon fédéral, il sort sur son balcon une bonne journée, puis il annonce une coupe de millions, puis là, il paraît bien, puis il va chercher des votes. C'est ça le système fédéral dans lequel on vit. Fait que c'est pas pour rien qu'on parle d'indépendance du Québec une fois de temps en temps, nous autres. Ben oui. Rapatrier nos taxes, nos impôts, puis contrôler nos affaires. Puis quand il y aura des choses qui ne fonctionneront pas, on aura les moyens de le changer, à la place de là être obligé de se battre avec un autre palier de gouvernement où on est minoritaire comme nation, parce qu'on est on n'est pas beaucoup là, sur les 338, on est 32 bloquistes. Là. Donc, on tient notre bout, là, on fait une différence. Mais au bout de la ligne, la solution, c'est l'indépendance du Québec. Tiens, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de ça. Ben, c'est bien. On part l'année. Il n'y a pas de problème, M. Perron. Donc, si on résume, ben, c'est un communiqué conjoint que vous aviez fait avec M. Gabriel Sainte-Marie du comté de Joliette. Ouais. Et vous invitez la population à se renseigner, à aller vous rencontrer aussi, parce que vous pensez que vous pouvez avoir, comment je peux dire ça, un effet positif sur cette situation-là. Mettons qu'on pourrait dire... Ben, en fait, plus souvent qu'autrement, oui. Puis, si vous êtes mal pris, si vous avez de la difficulté, si vous trouvez que les réponses du gouvernement ne sont pas cohérentes, n'hésitez pas à avoir recours à vos députés, que ce soit Gabriel, que ce soit moi ou que ce soit René Villemur dans l'autre partie du comté de Berthier-Masquinongé. Vos députés sont là pour vous. Et puis, on est là pour faciliter là, votre vie, vos contacts avec les paliers gouvernementaux. Puis des fois, ben, ça fait, tu sais, souvent, on va se faire répondre, vous ne pouvez pas accélérer, mais des fois, on appelle, puis c'est drôle, la semaine d'après, c'est réglé. Oui, c'est ça, oui. On ne pouvait pas le faire accélérer, parce qu'on a appelé. C'est un message qu'on lance aux gens, là, quand vous avez des difficultés, n'hésitez pas à avoir recours à nous. La pire chose qui va arriver, c'est qu'on vous dit qu'on ne peut pas rien faire, mais on va vous donner de l'information, on va essayer de vous aider, puis souvent, ben, plus souvent qu'autrement, ça fonctionne. Parce que c'est ça, il faut quand même juste en terminant dire que, je vais dire les méandres, je veux dire la difficulté de rejoindre la bonne personne au bon département à la bonne réponse, c'est pas évident. Là. On sait que quand on fait des téléphones, on est stressé, on appelle à ces numéros-là 1-800, là c'est pesé le 1, le 2, le 4, le 6, puis en français, en anglais, ça devient une source de stress aussi. Donc, vous êtes là pour aider les gens, que ce soit sur ces sujets-là. On pourrait dire sur tout autre sujet. Là. Tantôt, vous parliez du supermarché. Tout autre sujet connexe. Ça n'empêchera pas que les gens vont devoir appeler. Là. Ouais. Mais ça, on est là pour soutenir, pour informer. Puis, il y a des difficultés qui arrivent aussi quand on se fait répondre des choses différentes par deux agents différents. Oui. Tu appelles 2 jours différents, ça se peut que tu aies 2 réponses différentes. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est ça, essayer d'orienter les gens avec les connaissances qu'on a. Bon, mais on vous remercie beaucoup, M. Perron. Puis encore là, je n'ai pas. Si vous avez d'autres communiqués à nous transmettre, on est toujours là pour vous parler. Merci. Merci. Bonne journée à vous. Salut Yves. Bonjour. Bonne chance. Bye-bye. Bye-bye. Merci, là. Allons maintenant à la pause. Au CHSLD, le château de Berthierville, le 20 janvier, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Roland Caron, époux de feu Suzanne Lafont, fils de feu Lucien et de Jeannette Caron, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, André Caron, Monique Rabouin, Luce Caron, Yvon Valois, Sylvain Caron, Daniel Lemay, ses petits-enfants, Amélie et Stéphanie Caron, Benoît Louis-Simon, Félix et Anne-Sophie Valois, Étienne et Élisabeth Caron, ses arrière-petits-enfants, Léa Rose, Félix, Olivia, Corinne, Clément, Frédéric et Arnaud, ainsi que ses neveux-nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 janvier à 76 ans, est décédé M. Roland Plante, époux de Diane Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Caroline Plante et Frédéric Plante, ses 3 petits-enfants, Élie, William et Lucas, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères.
Donc, en raison des mesures sanitaires de la santé publique, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité dimanche le 30 janvier. 30 janvier, au complexe funéraire Thériault, sur invitation. Sur ce, passons à la météo. Petite accalmie du froid. Ce soir, on parle de moins 18, donc plus de moins 30 quelque chose. Cette nuit, moins 17, c'est quand même ressenti avec le vent, moins 25. Mardi matin, quand même pas chaud, moins 15. On parle de ressenti moins 22. En après-midi, ça s'améliore, moins 9, moins 12. Et mardi soir, moins 12, ressenti moins 20. Dans la nuit de mardi, ça sera quand même plus froid. On reviendra à un froid assez sérieux. Moins 24, ressenti moins 33. On va profiter des prochaines heures, un peu d'accalmie. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 24 janvier. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain. Sur ce, bonne fin de journée.